Et salut à tous dans ce Geekcast numéro 9. Alors aujourd'hui nous sommes à l'Ubuntu Party, à la Villette dans Paris. Et de quoi allons-nous parler? Alors aujourd'hui on va parler de tout l'univers du logiciel libre, de GNU, Linux, Ubuntu. De GNU, Linux. Si tu le dis. Donc on va parler de tout ça. On va parler en général de Ubuntu Studio, de la communauté Ubuntu FR. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà. On va parler de qu'est-ce que c'est la Ubuntu Party aussi, parce que on est à l'Ubuntu Party, mais qu'est-ce que c'est? On va aussi parler de la philosophie du libre. Donc tu sais, cette idée de j'utilise uniquement des logiciels libres et pas du tout de logiciels propriétaires pour pouvoir tout modifier. Et aussi ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc Ouais, c'est Geekcast. Ça c'est vrai, ça fait très longtemps. Ouais. Et pour des causes de caméra, de problèmes, encore une fois. Bon, allez on va passer au générique. Hein. Ok, on se fait un générique. Générique, à à l'américaine. À Ok. l'américaine. Générique. Générique. Alors bonjour Didier, tu es développeur chez Canonical. Oui, la société qui sponsorise Ubuntu. Qui sponsorise Ubuntu. Alors déjà, à peu près combien d'utilisateurs sur Ubuntu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on estime à peu près à 20 millions d'utilisateurs. Mais c'est une métrique qui est très difficile à avoir vu qu'on ne traque pas du tout nos utilisateurs. Heureusement. Voilà. Et on a beaucoup en fait de mal en fait à faire cette estimation, mais on peut être confiant aujourd'hui que le chiffre de 20 millions n'est pas trop erroné. Expliquez ce matin dans la conférence que en ce moment ça arrivait à un palier. C'est quoi le prochain objectif d'utilisateur? Vrai grand public. Mais alors là, je me pose une question, c'est au niveau des machines préinstallées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est sur Windows ou les Mac sur macOS. Mais est-ce qu'il y a des sociétés, des marques d'ordinateurs qui utilisent Ubuntu en préinstallé de base? Alors il y avait eu déjà des opérations comme Dell en France par exemple qui avait installé donc du Ubuntu par défaut. Tout ce genre d'opérations, initiatives, on sent vraiment aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acteurs majeurs dans l'industrie donc pour délivrer des ordinateurs qui ont envie et qui veulent en fait travailler avec nous justement pour délivrer du logiciel et un système d'exploitation non Windows par défaut. Ouais. Donc aujourd'hui en fait on travaille très fortement avec eux et il y a déjà des initiatives qui dépendent la plupart du temps des pays. Donc Okay. par exemple en Asie on est très très présent et là on va espérer vraiment Ça évite aussi les marques de payer les licences Windows de base puisque ça coûte très clairement, mais sachant aussi que le fait contrairement à une idée reçue, ce n'est pas gratuit pour eux non plus de délivrer du Ubuntu puisque même ça sur coûte quoi en fait concrètement? en fait déjà sur la chaîne de production, la plupart des chaînes de production sont faites et ils sont standardisés avec des tests sous Windows. Pour être sûr qu'en fin de production que la machine fonctionne, il faut qu'ils réécrivent ces tests pour Ubuntu ou pour n'importe quelle autre distribution. Donc voilà, ça leur coûte quand même de l'argent de faire ça. C'est pour ça que c'est pas juste pour faire c'est pas on va télécharger quoi. Ubuntu. Exactement, c'est pas du tout. Et au niveau de Canonical, c'est présent dans quel pays? C'est au niveau de l'Europe, du monde, de la France? Donc Canonical aujourd'hui c'est plus de 400 personnes dans la société et c'est une société qui est très intéressante puisqu'en fait on est donc distribué dans le monde entier. De mémoire, il y a 5 bureaux Canonical dans le monde, mais plus de 70% des personnes qui travaillent à Canonical en fait travaillent depuis leur maison. Donc moi je développe à la maison et grâce à Internet on peut communiquer, on a tous nos réseaux de communication. Alors on va parler vite fait de la version 11.04 donc qui est sortie en avril. Alors mis à part Unity dont on va parler plus tard, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Chaque nouvelle version d'Ubuntu, on essaie donc de délivrer la meilleure et la dernière expérience de logiciel libre. Donc on a mis à jour bien sûr tous les logiciels à leur dernière version, enfin tous ceux en tout cas on pouvait. On est passé d'OpenOffice à LibreOffice, on a installé la dernière version de noyau pour pouvoir supporter les derniers périphériques, etc. Ouais. Alors parlons d'Unity justement, qu'est-ce que c'est concrètement Unity? Qu'est-ce que ça apporte à une utilisation de tous les jours quoi? Alors Unity justement casse on va dire l'expérience desktop telle qu'on l'avait eu avant pour justement s'adresser à une nouvelle classe d'utilisateurs. Donc typiquement dans ma conférence je parlais du CASM, ce qu'on appelle le CASM, qui est en fait un moment assez pivot pour chaque projet et pour chaque technologie lorsqu'on se rend compte en fait qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de marge de progression avec ce que l'on délivre.
On se rend compte que l'expérience Faut telle tout qu'on la modifier, livre enfin, faut aujourd'hui, modifier les choses. voilà, c'est l'expérience qu'on livre aujourd'hui va très bien pour un certain public, mais on se rend compte que ce n'est pas assez vraiment pour atteindre Pour monsieur tout le monde. le grand public. Le but d'Ubuntu, c'est d'ici 4 ans, notre objectif d'avoir 200 millions d'utilisateurs. Ouais, Donc, c'est- voilà, de par rapport à multiplier aujourd'hui. par rapport à quoi. aujourd'hui. Bon, bah, merci Didier. Bah, et Avec voilà. plaisir. Merci. Bonjour, Bonjour. Pascal Chevrel, ça. Oui. Donc vous êtes chez Mozilla, la fondation, ça. Oui. Voilà. Au codec vidéo, vous avez intégré On le a- WebM, si je me trompe pas, ça. Oui, on gère 2 codecs. On gérait déjà Octeora dans la version 3.6. Maintenant, on gère WebM plus Octeora. Donc là aussi, il y a aussi une grande amélioration sur le lecteur de vidéo intégré à Firefox au niveau de l'ergonomie, au niveau de la gestion du seeking. Donc, quand on va directement à un point de la vidéo, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est tout ce qui est sous le capot. On gère maintenant l'existence de cartes vidéo 3D. On peut tirer parti de leur puissance de calcul pour faire du rendu. Donc rendu de la page, l'affichage de la page, on peut utiliser la puissance de la carte graphique pour le faire, rendu de la vidéo, la puissance de la carte graphique et leur processeur arithmétique très très puissant, et la gestion native de la vidéo. On peut tout à fait imaginer des logiciels de traitement vidéo en ligne, par exemple. Il y a des nouvelles fonctionnalités comme Panorama qui permet d'avoir une sorte de tableau de bord de tous ces onglets, de pouvoir les agencer, les grouper par thématique, pouvoir passer rapidement d'un groupe d'onglets à un autre. Donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des utilisateurs qui utilisent peu d'onglets, mais on a aussi des utilisateurs qui sont des onglévores. Ils ont 100, 200 onglets, ils ouvrent, ils n'en ferment jamais. Au cas où, ça j'ai vu, ça m'intéresse, je le mets dans un coin. Et là, évidemment, ça pose des problèmes d'interface. Quelqu'un qui ouvre 200 pages web, qui a 200 pages web en permanence ouvertes, comment est-ce qu'il retrouve son information là-dedans? Donc beaucoup de travail au niveau de l'interface à ce niveau-là. Beaucoup aussi de travail d'intégration dans les systèmes. Donc ça s'intègre très bien dans tout ce qui est Linux, ça s'intègre très bien maintenant dans tout ce qui est 7, Vista. On a vraiment maintenant des thèmes séparés, XP, Vista, 7. C'est une grande amélioration. WebM, ça fait très longtemps qu'on le gère en interne. Ça fait 1 an et demi. Mais ça fait seulement 2 mois que c'est arrivé sur un navigateur de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Les geeks savaient, ils pouvaient télécharger les versions de développement avec du WebM. Mais c'est seulement depuis 2 mois que le grand public y a accès. Et comment faire pour que toutes ces innovations qui sont développées dans des cycles longs, qui sont prêtes depuis longtemps, arrivent plus rapidement dans le navigateur, l'utilisateur final. C'est à ça que répond ce nouveau cycle de développement de Firefox, qui va être une version de à peu près tous les 2 mois, 2 mois et demi. Alors, moins ambitieuse pour chaque nouvelle version. Il y aura évidemment moins de choses, mais les utilisateurs recevront des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus régulièrement que par le passé. Donc Firefox 5 va aller encore plus loin là-dedans. Donc on va commencer à intégrer les premiers systèmes de personnalisation des données que j'envoie au site, site par site. Alors, dans un premier temps, je pense que ce sera une interface qui ne sera pas directement... l'interface n'est pas encore totalement finalisée, donc il y aura peut-être un petit peu à toucher dans le cambouis pour pouvoir le faire. Ça sera, je pense, finalisé pour Firefox 6, et beaucoup de petites améliorations à droite, à gauche, interface, quelque chose un peu plus amical. Voilà. Donc, mais ça correspond à un cycle de développement court, c'est 2 mois de développement. Merci beaucoup, et c'est moi qui vous remercie. Voilà, on va finir par dire une poignée de main, et surtout Une grande poignée de main voilà, à une grande Firefox. poignée de main à Firefox, voilà. Et puis on espère te voir très vite, hein. et vous revoir aussi très vite, voilà. À bientôt. Merci. Alors nous revoilà avec Frédéric et Lionel. Alors vous êtes, qu'est-ce que vous faites C'est quoi vos métiers Alors, donc moi je suis secrétaire d'une association qui s'appelle l'April, qui est une association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre. Et on est à peu près 5500 adhérents, des personnes physiques beaucoup, mais aussi des entreprises, des associations. On a même une région qui nous soutient. Donc tous ces gens nous soutiennent en versant des cotisations. Et ça permet de payer 3 permanents, qui donc toute l'année peuvent agir pour faire connaître le logiciel libre. Ok. Et toi Frédéric?
Moi, je fais des conférences sur Ubuntu et les logiciels libres, donc lors des Ubuntu Parties, ou sinon, je le fais aussi dans un cadre un peu plus mobile quand on va dans des écoles, parce qu'on est invité par des écoles, donc collège, lycée, université. Qui essayent de passer sur Ubuntu Qui justement, qui aimeraient ou qui sont en phase 2 ou qui sont passés. Et ouais, ça le fait dans les écoles, donc écoles, collèges, universités et aussi entreprises, dans des petites, moyennes et grandes entreprises, faire des conférences sur c'est quoi le logiciel libre, c'est quoi Ubuntu, les avantages, les inconvénients et la philosophie du libre en général. Et dès qu'on va généralement dans des écoles, on le fait avec l'April et d'autres groupes d'utilisateurs de logiciels libres locaux sur place en fait. Les Ubuntu Parties, parlons-en. C'est combien de fois par an? Comment ça se déroule durant un week-end? Alors, pour Paris, on va parler de Paris et après d'autres villes. Parce que c'est pas que à Paris, quoi. C'est pas que à Paris. Sur Paris, on est parti sur c'était une journée avant, au tout début. Maintenant, c'est 3 jours, tout à fait. Le vendredi pour les scolaires et les groupes de PME et entreprises, donc qui viennent. On leur fait des confs entre guillemets sur mesure. Et ensuite, le samedi, dimanche, c'est beaucoup plus grand public et il y a beaucoup plus d'activités. Les types d'activités, ça va être quoi? Ça va être donc des conférences pour savoir c'est quoi le libre. Comment ça se fait que j'ai un logiciel dans mon ordinateur et qui coûte 0 francs ou 0 euros aussi. Pourquoi il est gratuit? Et est-ce qu'il est meilleur qu'un logiciel payant? Parce qu'on a toujours l'habitude de se dire s'il est gratuit, c'est qu'il est moins bien. Il est moins bien. Parce qu'on a été formé à ça en disant plus c'est cher, mieux c'est. Voilà. Alors juste une petite question, est-ce qu'un logiciel libre est forcément gratuit? Non. Pour une entreprise ou quoi? Est-ce qu'il y a des licences? Non. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Le logiciel, il est libre parce que le code, on a accès au code source, donc on peut l'utiliser, on peut le modifier, on peut copier l'original ou copier la version qu'on a créée en faisant des modifications. C'est ça qui définit le logiciel libre. À partir de là, pour une entreprise, je peux avoir le logiciel libre qui, lui, va être gratuit et une version packagée, c'est-à-dire une version où il y a le logiciel plus du SAV avec. Et en fait, c'est le SAV qu'on fait payer. Moi, dans mon système, il est libre. Je sais qu'il n'y a pas de porte de dérobée parce que le code source, il a été lu et relu. Moi, je ne l'ai pas lu, mais d'autres personnes qui ont la capacité l'ont relu, l'ont mis à jour. Et du coup, je sais que dedans, j'ai pas de problème de sécurité. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le gros avantage. La sécurité, le fait que ça s'adapte à mes besoins, parce que j'ai des besoins qui sont intéressants, qui sont à peu près classiques, et comme il y a plein de gens qui ont les mêmes besoins, donc ça a été adapté pour moi. Et puis voilà. Alors, il y a un aspect aussi dont on peut parler, qui peut sembler un peu plus lointain au départ, mais c'est un aspect éthique. C'est-à-dire que le logiciel libre, il est fait pour respecter les utilisateurs d'informatique. Alors qu'au départ, les informaticiens, les développeurs, ont vraiment un pouvoir absolu sur les programmes qu'ils font. Et l'utilisateur est vraiment soumis à la volonté. Pas bloqué en fait. Et voilà, l'utilisateur est soumis à la bonne volonté des développeurs. Grâce au logiciel libre, on renverse un petit peu la vapeur. On Sans donne pouvoir plus, s'y connaître, on donne voilà, la possibilité à l'utilisateur de choisir et surtout de faire les modifications s'il n'est pas capable de les faire lui-même. C'est-à-dire qu'il peut aller trouver un autre développeur qui va pouvoir l'aider à modifier son programme. Exactement comme quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa voiture, s'il ne sait pas le faire lui-même parce qu'il n'est pas mécanicien, il peut aller payer un mécano pour faire la modification. Donc ça c'est important, c'est l'idée que l'utilisateur reste maître de son système et donc il n'est pas considéré comme une vache à lait, on va dire, tout juste bon à payer des nouvelles versions tous les 6 mois, mais c'est quelqu'un qui a la possibilité d'agir sur son information. Merci beaucoup en tout cas. Bienvenue, welcome, et puis j'espère que ça a progressé un peu le libre. On espère aussi. On espère, on est là pour ça en fait. Allez, merci. Merci. À vous. Au revoir. Salut à tous avec une pâte dans la bouche, du fromage autour de la bouche. On voit la différence de grosse bouffe entre celui qui mange des pâtes, tu vois, puis celui, Ouais, non. Non. Presse, d'accord. Ouais, presse, préfère presse. Presse. Je mal écrit, mais presse.
presse. Ouais, et puis moi, presse aussi, moi. Presse. Oui, presse là. Presse. Et en fait, on n'avait pas ma caméra parce que la réparation est toujours en cours. Et donc, en fait, je vous propose de plonger l'appareil photo dans mes pattes. Comme ça, au moins, William va devoir repayer un appareil photo. Ça vous dit? Allez, 3, 2, 1, salut!